Alors Séverine Lemierre, vous êtes économiste, vous êtes maîtresse de conférences en gestion des ressources humaines à Paris Descartes. Vous êtes intervenue avec d'autres dans les médias ces derniers mois pour tenter de tirer les leçons de cette crise. On en reparlera peut-être en fin d'intervention. Mais première question, et puisqu'elle a été posée tout à l'heure et qu'on y a peu répondu, comment on mesure les écarts de salaire ? Alors, quand on s'intéresse aux écarts de rémunération entre femmes et hommes, en effet, la question de la mesure se pose forcément. Tout à l'heure, on en a parlé. Il y a ce fameux 25% d'écart de rémunération. Rachel Silvera parle du quart en moins, justement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce 25% ? En fait, on prend le salaire de tous les hommes qui travaillent. Et on le compare avec le salaire de toutes les femmes qui travaillent. Et si donc on compare, eh bien, en moyenne, il y a 25% d'écart de rémunération entre femmes et hommes. Ce qui veut dire que ces 25%, en fait, c'est la partie émergée, c'est la partie visible de l'ensemble des inégalités professionnelles. Par exemple, dans ce 25%, il y a le fait que les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes, à peu près une femme sur 3 qui travaille est en emploi à temps partiel. Donc forcément, ça a une conséquence salariale. Il y a aussi dans ce 25% ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, femmes et hommes n'occupent pas les mêmes emplois, ne travaillent pas dans les mêmes types d'entreprises, dans les mêmes filières d'activité, dans les mêmes secteurs. Et que cette ségrégation a des conséquences salariales. Pour vous donner une petite idée, en plus, c'est que cette ségrégation... les femmes aujourd'hui restent très concentrées dans relativement peu de métiers. La moitié des femmes qui travaillent n'occupent que 12 grands types de métiers. Donc il y a vraiment des métiers comme ça qui sont très féminisés, et on en reparlera, qui sont particulièrement sous-valorisés en termes de salaire. Donc ça joue, ça fait partie de ces 25%. Dans ces 25%, il y a aussi les écarts de carrière, et notamment l'effet de la maternité sur le travail. Encore aujourd'hui, une mère sur 2 réduit ou cesse son activité professionnelle à l'arrivée d'un enfant. Donc tout ça, ça joue, ça explique en partie ces 25% d'écart de salaire. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les économètres et de plus en plus les entreprises cherchent à retirer tous ces effets, tous ces facteurs explicatifs, pour expliquer uniquement l'écart de salaire, dit toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en cherchant à comparer femmes et hommes ayant le même emploi, travaillant dans le même type d'entreprise, ayant les mêmes capacités professionnelles, le même type de niveau de diplôme, d'âge, etc., etc. Et donc, on cherche comme ça à faire une analyse toutes choses égales par ailleurs, et donc à isoler un écart de salaire qui serait considéré comme inexplicable et donc assimilable à de la discrimination salariale. Donc ça, c'est des mesures où on fait de plus en plus, et ce qui explique à la fois le 25%, et puis après, on entend parler, toutes choses égales par ailleurs, la mesure, c'est 10%. Il resterait qu'au niveau national, uniquement 10% inexpliqués d'écart de salaire. Mais quand on réfléchit comme ça, en fait, on réfléchit de manière un peu restrictive, et on réfléchit en gros avec le principe à travail égal, salaire égal. Alors ce principe juridique, c'est un principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire il est valable entre femmes et hommes, bien sûr, mais aussi entre hommes, entre femmes, et donc c'est un principe général d'égalité de traitement. Alors que le principe juridique de l'égalité salariale, il ne dit pas que ça. Il ne dit pas simplement à travail égal, salaire égal. Il dit également un salaire égal pour un travail de valeur égale. Alors, on va y revenir, mais peut-être on va faire comme si on était sans public pour l'instant. Je suis ravi de parler avec vous. On peut peut-être essayer de s'adresser à notre audience, voyez. Désolée. Mais ça, non, vous ne l'avez pas lettre. D'abord parce qu'on n'a même pas eu le temps de se préparer l'un l'autre, mais voilà, c'est pour ça que je le fais à vue. Il n'y a aucune difficulté. Je veux bien continuer de parler avec vous. Mais si vous voulez aussi vous adresser directement aux internautes, vous pouvez vous adresser à cette caméra-là. Vous dites dans un ouvrage précédent que celui que j'ai sous les yeux que s'intéresser
m'intéressais à la question du salaire des femmes. C'est déprimant. C'est le premier terme que vous utilisez dans cet ouvrage, justement parce que les choses ne semblent pas évoluer, alors que le droit, et je vais revenir sur ce que vous disiez pour expliquer cet écart incompressible, mais on est bien dans le sujet. Qu'est-ce qui fait que, longtemps après les premières lois sur l'égalité salariale, je crois qu'elle date de 1972, on en soit encore à constater que 10% incompressible existe encore? Alors, ça, c'est en plus, c'est le 10%. Alors, moi, personnellement, le 10%, je le questionne. Pourquoi je le questionne? Parce qu'il y a l'idée que ce 10%, c'est à travail égal, salaire égal. Sauf que le principe juridique de l'égalité salariale, c'est un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc, en fait, le législateur, depuis 1972, il dit qu'il faudrait l'égalité salariale, non pas uniquement pour le même emploi, mais pour des emplois différents, jugés de valeur égale. Donc, le législateur permet, en fait, de pouvoir comparer, par exemple, des métiers très féminisés avec des métiers très masculinisés. Et s'ils sont jugés de même valeur, alors il faut l'égalité salariale. Donc moi, je trouve que c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Et ces analyses, toutes choses égales par ailleurs, ce 10% n'intègrent pas ce principe juridique de la valeur égale des emplois. Alors, je veux bien comprendre ça, on y reviendra, mais qu'est-ce qui explique l'existence de cet écart maintenu à 10% incompressible, pour utiliser la formule? C'est lié à quoi? C'est lié à des problématiques économiques? C'est lié à des problématiques sexistes? C'est quoi ces 10%? Pourquoi on n'arrive pas à les grignoter? Alors, il faut faire attention, parce que ces 10%, ils sont faits au niveau national. Quand on fait ce même exercice au niveau des entreprises, souvent l'écart est moindre, d'accord? Parce qu'on est sur une population plus homogène. Néanmoins, l'écart est plus important, par exemple, parmi les cadres. Parce que parmi les cadres, il y a une telle hétérogénéité de la façon d'être cadre que forcément, il va y avoir après des éléments qui vont générer des écarts, voire des discriminations de salaire. Alors, ce qui va se jouer, c'est à la fois des éléments parfois de négociation individuelle, mais aussi des éléments de primes qui sont liés à la performance, comment on mesure cette performance, mais qui peuvent être liés aussi à des éléments de compensation de certaines caractéristiques de l'emploi qui sont invisibilisées ou pas dans certains métiers féminisés ou masculinisés. Ce que je comprends, c'est que les écarts sont faibles sur les métiers faiblement rémunérés. Quand on est payé au SMIC, on peut difficilement l'être moins. Sauf que là peut se jouer la question des temps partiels. Oui, sauf que le temps partiel, l'écart de salaire, il doit logiquement prendre en compte le temps partiel. Enfin, je veux dire, après, sauf à ce qui peut être aussi des revendications, parfois syndicales, de revendications d'un SMIC mensuel, par exemple, et pas d'un SMIC horaire. Ça peut être aussi d'autres formes de revendications. Mais sinon, ce qui se joue aussi, ça va être des pratiques en fait de discrimination, bien sûr, de discrimination directe ou de discrimination indirecte qui peuvent se jouer et qui peuvent générer comme ça cette discrimination salariale et ces inégalités de salaire. Et c'est plutôt sur les postes de cadre que ces écarts se creusent, qui peuvent se jouer aussi bien au niveau des salaires qu'au niveau des primes, si je comprends bien. Alors, le truc, c'est que là, vous me forcez à penser avec un prisme qui n'est pas le mien. OK. Voilà. Mais c'est intéressant, ça va... Voilà. Qui est se forcer à réfléchir dans une logique du toute chose égale par ailleurs et du même emploi. Et si on réfléchit comme ça, en fait, la seule solution, quelque part, qu'on propose aux femmes, c'est de dire, mesdames, vous voulez l'égalité salariale, faites comme les hommes, donc négociez pareil et occupez les mêmes emplois. Certes, pourquoi pas? C'est-à-dire, bien évidemment, l'objectif de mixité des métiers, c'est un objectif important de l'égalité professionnelle. Mais le droit du travail ne dit pas ça. Le cadre juridique dit l'égalité salariale
aussi pour des emplois différents, mais jugés de valeur égale. Donc, des métiers que les femmes auraient déjà investis pourraient être comparés à des métiers plus masculinisés. Et si on s'intéresse à la valeur de ce travail, à la valeur de ces métiers, on peut revendiquer l'égalité salariale sans simplement dire, mesdames, vous voulez l'égalité, faites bâtiment ou faites informatique. Certes, il faut que toutes les petites filles qui ont envie de faire bâtiment et informatique puissent le faire, ou que tous les petits garçons qui ont envie d'être infirmières ou auxiliaires de puériculture puissent le faire, mais ce n'est pas la seule solution. C'est-à-dire réfléchir l'égalité de manière uniquement quantitative n'est pas la seule solution à l'égalité salariale. Et c'est bien votre propos, et c'est ça qui est intéressant, puisqu'effectivement, cette dimension du droit sur le travail de valeur comparable, elle est moins connue. Donc la question logique, c'est comment on compare deux métiers entre eux. Oui, alors comment on compare ? Là aussi, en fait, on n'invente rien, parce que la loi d'Yvette-Roudy, la première grande loi sur l'égalité professionnelle qui date de 1983, ça ne date pas d'hier, dit comment on détermine la valeur des emplois. Alors, la valeur des emplois, en fait, des emplois qui sont de valeur égale, c'est un ensemble comparable de connaissances, c'est-à-dire des savoirs, un niveau de diplôme, un ensemble comparable de capacités professionnelles, donc de compétences professionnelles, de savoir-faire, de niveau d'expertise, d'expérience, un ensemble comparable de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Et si tout ça, c'est comparable, alors il faut l'égalité salariale. Et alors, parfois, c'est un peu compliqué de réfléchir comme ça, tellement on n'a pas l'habitude. D'accord ? On a le temps. Mais prenons deux exemples. Je vais prendre un exemple en France, d'une jurisprudence en France qui date de 2010, qui était dans le cadre d'un dossier en réparation, où une responsable des ressources humaines et des services logistiques d'une grosse PME s'est comparée au directeur financier et au directeur commercial de l'entreprise pour revendiquer l'égalité de salaire. Et donc là, comparaison d'emplois différents. Parce que vous voyez, ce n'est pas simple aussi de mesurer la discrimination quand il n'y a pas quand le poste il est unique dans l'entreprise, quand il n'y a pas plusieurs postes occupés. Et donc là, on compare une responsable des ressources humaines avec un directeur commercial et avec un directeur financier. Première réponse de l'entreprise, ah ben non, écoutez, d'un côté, il y a une responsable et de l'autre, il y a des directeurs. Vous voyez bien que ne serait-ce que l'intitulé des métiers, ça ne peut pas marcher. Réponse des prudents, non, l'intitulé ne compte pas, regardons le travail, regardons les compétences mises en œuvre, regardons les responsabilités, le niveau de diplôme, les conditions de travail, etc. Donc faisons tout ce travail. Eh bien, donc elles ont regardé, et étaient regardé le niveau de diplôme, le budget géré, la taille de l'équipe, le niveau de stress, etc. Et elle a obtenu gain de cause. Deuxième exemple, cette fois-ci un exemple collectif de revalorisation totalement d'un métier. En Suisse, il y a quelques années, les infirmières du canton de Genève ont revendiqué l'égalité salariale en se comparant aux gendarmes du canton de Genève. Les gendarmes étaient positionnés 2 niveaux au-dessus dans la grille salariale du canton. Et là, pareil, même exercice. On compare sur ces critères, sur les diplômes, sur la charge physique, sur les responsabilités, etc. Et elles ont obtenu gain de cause. Le métier a été repositionné et a été évalué de valeur égale avec les gendarmes et donc revalorisation des salaires. Ça, il me semble que c'est un levier très intéressant de l'égalité salariale. C'est un levier qui existe déjà dans notre droit, donc il suffit en fait de l'appliquer. Et puis, c'est un levier qui permet de s'intéresser au travail, à véritablement la valeur du travail, ce qui est fait concrètement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a tout un tas de caractéristiques de métiers très féminisés qui sont sous-évalués, tout simplement parce qu'ils sont assimilés à ce qui serait
de la nature féminine, ce qui serait de la vocation, ce que l'on saurait faire naturellement en tant que femme. Une très grande majorité des métiers très féminisés, par exemple, sont des métiers de relationnel, de soins, de care. Ces compétences-là ne sont pas reconnues comme de la technicité, ne sont pas reconnues en termes de responsabilité. Alors... Et ça, c'est reconnaître ces compétences professionnelles, c'est vraiment un levier pour revaloriser ces métiers. Alors là, je vous ai entendu, notamment au mois de juin, tirer finalement cette leçon de la crise. Ça en fait partie, ce que vous évoquez là. C'est ce que la crise du Covid-19, en tout cas dans sa première version, le premier confinement, a peut-être été comme révélateur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a vu pendant cette crise sanitaire que les métiers qu'on a considérés comme en première ligne, eh bien, une grande partie de ces métiers sont des métiers féminisés. On pense aux infirmières, aux aides-soignantes, mais aussi on pense à le personnel en fait à domicile, les aides à domicile. On pense aux enseignantes, on pense aux travailleuses sociales. Beaucoup de métiers qui sont comme ça, qui ont été en première ligne et dont on a vu. Alors, on a beaucoup salué l'utilité sociale, en fait, de ces métiers en applaudissant. Je pense qu'il est temps aujourd'hui au-delà de l'utilité sociale, de reconnaître la technicité professionnelle de ces métiers, les compétences professionnelles de ces métiers et de permettre leur revalorisation salariale par la reconnaissance de ces compétences, quitte à oser la comparaison avec des métiers masculinisés. Alors du coup, vous voyez forcément les objections, vous les connaissez mieux que moi, notamment budgétaires. Comment on fait pour réévaluer l'ensemble de ces métiers qui sont sous-estimés? On va entendre les chefs d'entreprise nous le dire, on va entendre aussi le gouvernement ou les collectivités avancer cet argument. Bien sûr, de toute façon, quand il y a des inégalités de salaire, forcément, c'est économique, les inégalités de salaire. Donc, à partir du moment où on est dans une démarche de revalorisation ou d'égalité salariale, forcément, ça a des conséquences budgétaires. Forcément. Néanmoins, il faut savoir que la France est quand même très en retard sur cette question. Il y a quand même d'autres pays dans le monde qui ont vraiment progressé, qui ont mis en place des expériences. Et il y a surtout le Québec qui est vraiment phare, moteur sur cette question, qui a mis en place il y a déjà... de mémoire autour du milieu des années 90, une grande loi sur l'équité salariale et qui a, avec une méthode d'évaluation non discriminante des emplois, a exigé de toutes les entreprises de mener cet exercice d'équité salariale. Et ça a permis une augmentation en fait, des salaires très féminisés. Certes, ça a eu une augmentation un peu de la masse salariale, mais c'est un vrai projet et sociétal et politique aussi. C'est-à-dire que l'égalité salariale entre femmes et hommes, c'est un principe important de notre société. Donc, y penser uniquement dans un enjeu économique qui se ferait sur le dos de ces métiers très féminisés, si on réfléchit à la société de demain, c'est peut-être celle-là. Alors, justement, vous évoquiez les exemples à suivre à l'étranger, ceux du Québec. Y en a-t-il d'autres et si oui, quelles leçons on peut en tirer avec le temps? Alors, autour de nous, donc le Québec, vraiment, c'est vraiment l'exemple phare. Mais par exemple, la Belgique a pas mal sensibilisé les partenaires sociaux sur le sujet. Donc en Suisse, il y a eu cette expérimentation, il y a eu la réflexion d'une méthode également d'évaluation non discriminante. Au Portugal, il y a eu des expérimentations aussi dans certaines branches professionnelles. Bref, il y a pas mal d'expérimentations. Ce qu'on voit quand ça marche, c'est que d'une part, il faut quand même une impulsion politique. Ça, c'est très important. Et une impulsion politique qui aussi contraint les partenaires sociaux à se mettre dans cette démarche. Donc, une impulsion politique, un dialogue social conscientisé sur cette question-là. Et tout ça peut reposer aussi sur de la recherche féministe, c'est-à-dire peut aussi reposer sur toute l'expertise qu'on a sur cette question. Alors, ce triptyque en fait, entre
dialogue social, impulsion politique, recherche féministe, c'est aussi l'enjeu de l'ouvrage qu'on a sorti avec le réseau de recherche Image. On en reparlera tout à l'heure, le genre est capital. Voilà. Le genre au travail, pardon. Je vois bien cette impulsion politique, mais en France, il en existe une. On peut parler de l'index qui existe depuis 3 ans. Je suis sûr que vous avez des choses à dire là-dessus. Alors, l'index, au départ, c'était une bonne idée parce que l'index, l'objectif de départ, c'est de passer d'une obligation de moyens sur la question d'égalité salariale à une obligation de résultat. Le droit du travail est devenu de plus en plus contraignant sur les questions d'égalité de salaire. C'est-à-dire qu'on a posé des principes et puis après, on a obligé les entreprises à négocier des accords sur l'égalité. Et puis après, les entreprises ont eu des risques de contrôle et de sanctions. Et création de cet index où là, on se dit, bon, mais maintenant, voilà, ça fait plus de 50 ans qu'on a un cadre juridique. Passons à une obligation de résultat avec donc un choix d'indicateurs, un score de points. Il faut faire 75 points sur 100 points avec les 5 indicateurs qui sont proposés. Et les entreprises qui n'atteignent pas leurs 75 points peuvent être sanctionnées ou en tout cas ont à corriger le tir, ont 3 ans pour atteindre ces points. Ce qu'on voit, il y a une bonne intention. La première bonne intention, c'est passer à cette obligation de résultat. Une deuxième bonne intention, c'est aussi de se dire, on choisit des indicateurs, on crée une émulation, les entreprises vont se comparer, il va y avoir du benchmark, on va regarder combien les entreprises de ma branche, de mon secteur ont de points, etc. Donc ça va générer une émulation. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, la deuxième étape, là, on a eu la deuxième vague, entre guillemets, pour les plus grandes entreprises. Et on voit globalement que les entreprises se sont améliorées. Mais ce qu'on entend aussi, les DRH le disent directement, que, en fait, les directions des ressources humaines ont appris à utiliser, je dirais pas manipuler, mais ont appris à utiliser ces indicateurs. Et ces indicateurs sont très biaisés, sont très insatisfaisants. Je prends quelques exemples. Par exemple, il y a un indicateur sur est-ce que les hommes et les femmes ont reçu dans la même proportion des augmentations de salaire, ou est-ce que les hommes et les femmes ont reçu dans la même proportion, ont bénéficié dans la même proportion des promotions. Oui, très bien. Sauf qu'on ne parle pas de quelle promotion et on ne parle pas du montant des augmentations de salaire. Donc, c'est très insatisfaisant comme indicateur. Et puis, cet index, il ne prend pas en compte la question de la valeur des emplois. C'est-à-dire, cet index, il reste dans une logique plutôt quantitative, plutôt toutes choses égales par ailleurs, et puis aussi plutôt quand même centré sur les femmes cadres, les femmes dirigeantes, et oublie quand même tout un tas. Donc, on ne parle pas des femmes au SMIC, on ne parle pas du temps partiel imposé. Et donc, c'est une vision de l'égalité. Dans l'ouvrage, par exemple, les travaux de Sophie Pochick en parlent aussi, où on peut penser qu'il y a quand même certaines femmes qui bénéficient davantage des avancées de l'égalité professionnelle par rapport à d'autres femmes. Et puis après, moi, j'ai aussi une interrogation sur cet index, ce qui est que, vous voyez, une fois que l'entreprise aura 90 points, 92 points, comment les partenaires sociaux vont négocier dans les entreprises. C'est-à-dire, comment les syndicats vont dire, mais ça serait bien qu'on travaille sur ça, sur ça, sur ça, quand l'entreprise dira, non, mais moi, j'ai 95 points. Ça, c'est pas évident pour aussi continuer à travailler l'égalité professionnelle sur ces autres pans. Ok, mais néanmoins, considérons que cet index fait partie de l'impulsion gouvernementale que vous évoquiez tout à l'heure, même si elle est insatisfaisante, elle existe. Si cette impulsion devait intégrer les problématiques que vous portez sur la question du travail comparable, quels seraient les indicateurs qu'on pourrait mettre en place concrètement ? Eh bien, faudrait ou oser... les politiques publiques. Alors moi, je pense qu'il faut oser se comparer. Il
il y a plusieurs façons d'agir. Il y a une première façon d'agir sur laquelle on a déjà pas mal travaillé. On a rédigé avec le défenseur des droits un guide sur la question. Il y a eu un deuxième travail qui a été mené par le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle, qui est la réflexion autour des biais de discrimination dans les grilles de classification professionnelle. Donc ça, c'est un peu technique. Il faut savoir que dans toutes les branches, il y a des grilles de classification professionnelle, c'est-à-dire des hiérarchies professionnelles où on classe, on hiérarchise les emplois les uns par rapport aux autres. Et on a montré que les critères qui sont utilisés pour classer ces emplois peuvent avoir des biais indirects de discrimination et venir donc sous-valoriser presque systématiquement les métiers les plus féminisés. Donc ça, il y a ce travail-là qui serait de contraindre les partenaires sociaux de branche à relancer des négociations pour corriger les biais de discrimination. Ça, c'est un premier élément. Puis il y a un deuxième élément qui est qu'à mon avis, il faut qu'à la fois les syndicats, mais aussi nous toutes, on ose se comparer. À la fois sur des recours individuels, mais éventuellement sur des actions collectives, oser se comparer. Que les auxiliaires de périculture osent se comparer avec les techniciens des espaces verts dans les collectivités. Que, comme dans cette jurisprudence, entre la RH et les services financiers, ou entre les infirmières et des techniciens, ou des sages-femmes et des informaticiens. Osons cette comparaison pour aussi mettre en lumière véritablement les compétences de ces emplois. Alors, est-ce que ça plaide pour la transparence salariale, par exemple ? Bien sûr, vous êtes favorable à ça ? Ça plaide pour la transparence salariale. Et la question dont vous me parliez au départ de ces fameux 10% de discrimination salariale, un des leviers, c'est la transparence salariale, forcément. Alors, ça sera pour le moment ma dernière question, parce que je crois qu'il y a pas mal de questions de nos internautes. Et je vais les laisser le temps de vous les soumettre. Si elles sont prêtes, nous, on l'est. Sinon, j'ai d'autres questions pour Séverine Lemierre, notamment pour savoir si, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait prêts en régie, ça commence à venir. Alors, le nouvel index, on vient d'en parler, mais ça serait bien qu'on ait une seule question, parce que c'est un peu trop bavard pour nous. Là, on se perd et on n'arrive pas à les sélectionner. Si je peux me permettre une petite demande. Alors, qui peut faire cette étude de comparaison ? Voilà. Alors, il faut savoir qu'on peut saisir le défenseur des droits, qui est quand même très bien formé sur la question. Donc ça, on peut saisir gratuitement le défenseur des droits. Et puis, il y a quand même aussi les organisations syndicales qui sont de plus en plus formées et conscientisées sur cette question. Alors moi, j'ai une autre question, puisque vous parliez tout à l'heure de... Et puis, je pense qu'il va y avoir un projet aussi porté par la Fondation des femmes pour inciter à remplir un questionnaire et oser se comparer. Ok, bon, on va surveiller ça avec attention. Oui, la question que je portais, c'était sur l'expérience qu'on peut retirer des pays qui ont un peu plus d'avance sur nous. Vous avez parlé du Québec, etc. Sur la possibilité de transfert genré d'un métier à l'autre à partir du moment où la rémunération est comparable. Je prends un exemple, le métier de sage-femme. On sait qu'il est très majoritairement occupé par des femmes et qu'il est aussi sous-valorisé, comme souvent tous les métiers de la santé. Est-ce qu'une fois qu'on arrive à un niveau d'étiage à peu près comparable entre les hommes et les femmes, ces métiers sont un peu plus masculinisés parce que tout simplement, ils sont plus avantageux sur le plan de la rémunération? Alors, exactement. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, la mixité, ce n'est pas la seule solution pour l'égalité. Et en effet, si on avait une revalorisation des métiers féminisés, d'une part, ces métiers pourraient devenir, entre guillemets, plus attractifs et donc peut-être plus mixtes, mais aussi les compétences qui seraient reconnues dans ces métiers féminisés pourraient être plus facilement transférables vers d'autres métiers. Donc il y aurait potentiellement des mouvements dans un sens et dans l'autre. Alors les questions sont prêtes, me dit-on. Eh bien, on va les lire ensemble. Si au sein de notre entreprise, nous sommes sur une grille d'évolution, comment identifier qu'il y a écart salarial entre deux postes équivalents? Alors, tout dépend. Si vous parlez d'équivalent, à ce moment-là, il faut réfléchir à la valeur du métier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'intéresser à la valeur du métier et pas le même emploi.
Voilà. Si c'est exactement le même emploi, à ce moment-là, on est dans de la discrimination directe et il faut regarder si l'écart de salaire se justifie ou pas. Et donc voir quels sont les éléments de cet écart de salaire. Alors souvent, en fait, il peut y avoir des écarts parfois qui s'expliquent aussi par des questions d'ancienneté et qui peuvent être parfois aussi défavorables aux femmes parce que, par exemple, souvent les femmes restent plus longtemps dans les emplois et donc, en fait, leur salaire augmente par l'ancienneté, mais en fait, les hommes sont promus. Donc après, on ne peut plus comparer parce que c'est plus le même métier, mais néanmoins, il y a eu une inégalité de salaire. Alors j'ai vu passer aussi une question sur la situation dans les collectivités. Alors observé dans ma communauté de communes à l'occasion de la préparation du plan triannuel sur l'égalité professionnelle, les temps partiels sont plus facilement accordés aux femmes qu'aux hommes qui en font la demande. On explique que certains métiers ne se prêtent pas au temps partiel. Fausse ou vraie excuse, votre avis ? Alors, sur le temps partiel, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a le fait de choisir, entre guillemets, je mets plein de guillemets, de travailler à temps partiel. Je mets beaucoup de guillemets parce que peut-être que s'il y avait tous les modes d'accueil des jeunes enfants, peut-être qu'il y aurait moins de choix, entre guillemets, de travail à temps partiel. Donc ça, il y a ce temps partiel-là. Mais il y a un autre temps partiel qui est le temps partiel imposé, c'est-à-dire où l'emploi est proposé à temps partiel. Et là, on le voit, ce sont surtout dans les secteurs très féminisés que l'emploi est proposé à temps partiel. Donc, l'exemple significatif, c'est tous les métiers d'aide à la personne, d'aide à domicile. Ce sont des tout petits temps partiels. Et ce sont des métiers très féminisés. Donc, il y a un croisement très fort entre forme d'emploi à temps partiel et féminisation du métier. Ça c'est inévitable. Et oui. C'est le constat qu'on peut tous faire. Y a-t-il une autre question ? Alors, nouvel index Pénicaud pour l'égalité professionnelle en entreprise de plus de 50 salariés. Une avancée ou un recul ? Et puis une autre question, comment se comparer quand on n'a pas la transparence, oui, on en a parlé tout à l'heure, des salaires des autres. Effectivement, c'est un point clé. Vous pensez que les mentalités sont prêtes à cette question de la transparence salariale ? Ça peut être imposé ? Ou plutôt, ça peut exister si ce n'est pas imposé ? Je pense qu'il y aura forcément il faut qu'il y ait une impulsion politique. Il y a encore pas mal de résistance à parler de son salaire en France. C'est le thème de votre festival sur la question de l'argent. Donc, à mon avis, il vaut mieux que ce soit imposé. Et puis, parfois aussi, nous, quand on avait fait des entretiens, on peut aussi avoir certains propos dans ces métiers très féminisés de dire que voilà, moi je fais ça pour la vocation, je fais pas ça pour l'argent, etc. Donc on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Oui. Donc ça, il faut voilà. Donc s'il n'y a pas une imposition de la transparence, je pense que c'est compliqué d'avancer. Oui. Alors je ne sais pas si on termine par ça, parce que ce n'est pas forcément très optimiste. Si on essaye de se quitter justement sur une vision un peu optimiste, ce serait laquelle pour vous ? La vision optimiste, c'est que quand même, on n'a jamais autant parlé d'égalité femmes-hommes. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. Alors que ce soit, on parle beaucoup de la question des violences, mais on parle beaucoup aussi des questions de sexisme, on parle des inégalités de salaire, on parle de cet index. Bref, il y a un niveau de conscientisation qui monte dans la société. Donc ça, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est beaucoup d'espoir parce que je travaille depuis plusieurs années et il n'y avait pas ce niveau de conscientisation il y a 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est très important. Et puis, je souhaite aussi que les jeunes générations qu'il y ait un niveau d'intolérance à l'inégalité et donc on puisse oser comparer des métiers. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est assez enthousiasmant et qui est dans cet ouvrage, c'est le fait de pouvoir développer aussi une expertise à la fois par la recherche et par les mobilisations syndicales, les mobilisations associatives, et que tout ça fasse système, une forme de synergie pour reconnaître aussi l'expertise féministe sur tous ces enjeux. Donc oui, je pense qu'il faut rester optimiste, mais ça veut dire aussi qu'il faut se battre
et que les luttes collectives sont sûrement indispensables sur ces questions. Merci beaucoup, Séverine Lemierre. Vous avez dit qu'il faut s'informer, il faut profiter du foisonnement de recherche sur cette question de l'égalité femmes-hommes. Vous y contribuez, notamment avec cet ouvrage qui est récent, dont vous êtes co-autrice, Le genre au travail, alors qu'il ne parle pas que de la question qu'on a abordée à l'instant, mais de tout un tas de sujets sur la question du travail. Je vous rappelle que ces ouvrages dont on va parler aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur la plateforme Imagina et à votre disposition, mis à votre disposition par la librairie Coiffard. Merci beaucoup. On va continuer de parler de salaire, mais cette fois-ci de négociation. Je ne peux pas vous accompagner puisqu'on va changer d'intervenante en direct. Merci Séverine Lemierre. Merci à vous. À bientôt. Je ne vous raccompagne pas. À bientôt. Merci. Au revoir.